Aujourd'hui commence avec la jeune succube Aboedo étalée de tout son long sur le sol. Son visage est cramoisi et sa respiration haletante après l'interrogatoire intense de Lin Tiang. Lin Tiang remonte négligemment son pantalon et se moque d'elle, déclarant qu'il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'une succube comme elle soit restée pure. Aboedo ne peut que marmonner une explication. Rien n'a jamais pu se passer entre elle et leur Véronica. Il était donc naturel qu'elle soit encore intacte. Mettant cette affaire de côté, Lin Tiang revient à son objectif principal. Il lui demande directement si elle peut maintenant révéler des informations sur le dieu noir. Aboedo regarde Lin Tiang avec un mélange de peur et de soumission, puis révèle que, si elle se souvient bien, ce qu'il cherche se trouve actuellement entre les mains du royaume de la magie. À ces mots, Lin Tiang tombe dans de profondes réflexions. Il calcule que le royaume de la magie compte des centaines de millions d'habitants. Si cette jeune créature était autorisée à dévorer tout sur son passage et à évoluer sans cesse, elle pourrait éventuellement devenir un gobelin demi-dieu comme on n'en a jamais vu dans l'histoire. Un sourire calculateur apparaît sur ses lèvres. Lin Tiang se dit qu'il doit trouver une occasion de la capturer et de la dompter avant qu'elle n'atteigne sa maturité. Cela deviendrait sans aucun doute un atout majeur contre les autres super-empires. Immédiatement après, Lin Tiang monte sur le dragon de feu, également connu sous le nom de Xiao Yuan, et survole les chaînes de montagne en direction du territoire humain. Peu de temps après, le majestueux dragon rouge descend dans une forêt dense, à une quinzaine de kilomètres seulement de la frontière de l'Empire de la Guerre. Lin Tiang tapote doucement la tête de Xiao Yuan et lui dit que c'est assez loin. La frontière de l'Empire de la Guerre se trouve juste devant, et si Xiao Yuan continue à le suivre, il sera facilement repéré. Il lui demande donc de rentrer d'abord. Une fois ses affaires réglées, il a ses propres moyens pour revenir. Bien que Xiao Yuan soit inquiet, il rappelle à Lin Tiang d'être prudent, puis déploie docilement ses ailes et s'envole. Lin Tiang sourit simplement et lui fait signe de la main avec une expression débordante de confiance. À ce moment, Lin Tiang est toujours sous sa vraie forme de gobelin. Il se dit en secret que pour entrer dans la ville et infiltrer avec succès la guilde des tueurs de dragons, il lui faudra absolument trouver un cadavre pour usurper une identité. À peine a-t-il fini de parler qu'un cri de terreur retentit au loin. « Gobelin ! Il y a un gobelin par là !» Deux aventuriers apparaissent. L'un d'eux demande avec étonnement si cette région aussi est victime d'une infestation de gobelins. L'autre rit avec excitation, affirmant que les gobelins sont pitoyablement faibles, qu'il ferait mieux de le tuer et de le ramener pour se vanter, et que peut-être les filles du village se jetteraient alors sur lui. Entendant ces paroles méprisantes, Lin Tiang se contente de retrousser les lèvres en un sourire moqueur avant d'attaquer froidement. Le résultat est exactement celui attendu. En un clin d'œil, les deux malheureux aventuriers gisent immobiles au sol, baignant dans leur sang. Lin Tiang regarde le cadavre sous ses pieds, les yeux rouges, et murmure qu'il se creusait la tête pour trouver un substitut convenable, et que ces idiots viennent de lui apporter un cadavre au moment idéal. Un peu plus tard, au cœur de l'Empire de la Guerre, les rues sont incroyablement animées. Des bâtiments de style ancien se serrent les uns contre les autres, tandis que des calèches ne cessent de circuler. Lin Tiang, désormais déguisé en aventurier aux cheveux longs, se promène nonchalamment en mâchant une brochette de viande grillée. Il s'émerveille en secret de la prospérité de cet empire. Marcher dans ces rues pleines de vie et d'agitation lui fait bouillir le sang. Il se dit que s'il avait un peu d'argent, il aimerait bien faire des folies, car il ne peut pas voler les gens éternellement. Il s'arrête devant une porte en fer finement sculptée. C'est le siège de la guilde des tueurs de dragons. Sans hésiter, il lève le poing et frappe à plusieurs reprises, produisant une série de bruits secs bang-bang, mais seul le silence lui répond. Personne ne vient ouvrir, personne ne lui répond. Lin Tiang se gratte le menton et murmure qu'il est peut-être encore trop tôt et que tout le monde dort encore. Après avoir attendu longtemps sans voir personne, il décide de plier les genoux et d'enjamber la grille pour entrer rapidement. Il s'approche de la grande porte principale ornée d'un relief de tête de dragon et entend du bruit à l'intérieur. Lin Tiang ne frappe pas, mais regarde par l'entrebâillement. Il s'avère que la salle de la guilde est extrêmement animée. Les aventuriers boivent, se lancent des défis de concours d'alcool et hurlent à plein poumon. Pas étonnant que personne n'ait entendu ces coups. Lin Tiang élabore un plan. Dans un instant, il frappera aussi fort que possible pour attirer l'attention, puis utilisera l'excuse de venir s'inscrire comme nouveau membre pour s'introduire discrètement. Mais au moment où Lin Tiang s'apprête à faire demi-tour, une ombre massive est apparue directement derrière lui sans qu'il ne s'en aperçoive. Un frisson glacé lui parcourt l'échine. Lin Tiang se retourne, paniqué, un regard d'horreur indéniable sur le visage. Devant lui se tient une femme gigantesque, aussi grande et massive qu'une montagne. Elle se penche et le dévisage avec une pression écrasante. Une fiche d'information apparaît immédiatement,
confirmant son identité, Elisabeth Tyrrell, une guerrière titane connue sous le surnom de « l'incarnation de la violence ». Sa puissance de combat totale atteint l'incroyable chiffre de 10 999, rendant l'air environnant lourd et oppressant. La sueur froide coule sur le visage de Lin Tiang. Il réalise avec horreur qu'il s'agit de Elisabeth, la Cyclope, légendaire maîtresse de guilde des tueurs de dragons, dont la puissance dépasse de loin tout ce qu'il aurait pu imaginer. Elisabeth surprend Lin Tiang en train de s'introduire furtivement dans le quartier général. Elle demande d'une voix sévère qui a osé frapper si fort si tôt le matin et entrer sans gêne chez les gens. Lin Tiang change immédiatement d'attitude, joint les mains et s'excuse humblement, faisant semblant d'être un fan inconditionnel, affirmant qu'il admire tellement la guilde qu'il agit de manière inconsidérée. Elisabeth s'approche et fixe Lin Tiang d'un air suspicieux. Puis, agacé, lui demande qu'il croit être pour l'appeler Elisabeth, et le gronde d'être aussi aveugle alors qu'il a des yeux. Lin Tiang devient pâle de peur, mais sa langue reste agile. Il jure à plusieurs reprises qu'il a été subjugué par sa prestance héroïque et qu'il n'a pas su se contrôler. Flattée par ses paroles, Elisabeth est ravie. Elle rit de bon cœur et dit qu'elle aime entendre ça. Mais l'instant d'après, sa voix s'abaisse soudain sur un ton dangereux. Elle se penche près de l'oreille de Lin Tiang et le prévient froidement que, puisqu'il a osé s'introduire chez elle, il ferait mieux de se préparer à recevoir une leçon qu'il n'oubliera jamais. Lin Tiang ne peut qu'esquisser un sourire gêné tandis que la sueur froide inonde son visage. La pression dégagée par Elisabeth est si écrasante qu'il n'ose plus dire un mot. Elisabeth fait volte-face et crie sur ses subordonnés, les traitant d'idiots inutiles. Elle les gronde de l'avoir vue complètement ivre et de ne pas avoir eu assez de jugeote pour trouver quelqu'un afin de la ramener dans son lit. À l'intérieur, un homme qui s'empiffre de vin est interpellé par Elisabeth. Elle marmonne qu'elle a failli finir par dormir dans le fossé devant la porte toute la nuit. Elisabeth se tourne vers Grégory et lui demande s'il a l'intention de se rebeller pendant son absence d'une nuit. Grégory se défend précipitamment en lui rappelant la dernière fois qu'il s'est enivré. Elle l'avait complètement déshabillé, attaché au milieu de la rue, et laissé là, une humiliation pire que la mort. Elisabeth balaie la remarque d'un geste, disant que c'était sa punition pour avoir été trop arrogant et qu'elle devait lui donner une bonne leçon. Sur ce, Elisabeth lance un coup de pied tonitruant, projetant le géant hors de la salle principale au milieu de ses cris perçants. Devant cette scène, Lin Tiang reste complètement sans voix. Il se dit en secret que les habitants de l'Empire de la Guerre sont non seulement des ivrognes invétérés, mais que leurs méthodes de punition sont tout aussi bizarres. Elisabeth monte sur la table à boire et lance un défi à toute la guilde, demandant qui ose se battre contre elle aujourd'hui. Elle se moque de ses subordonnés, incapables de la battre et même incapables de tenir l'alcool, les traitant de bons à rien. À ce moment, Lin Tiang accepte le défi à voix haute. Toute la guilde se joint immédiatement à la fête. Les acclamations et les bruits de verre remplissent la salle, transformant les lieux en un chaos total. L'un des membres, voyant l'enthousiasme de Lin Tiang, s'approche pour le prévenir. S'il sait qu'il ne peut pas les battre à la boisson, il ne doit pas s'avancer tête baissée, car la punition en cas de défaite est terrifiante. Mais s'il gagne, les récompenses sont énormes. Il peut devenir maître de guilde, demander à Elisabeth de faire quelque chose pour lui, ou même l'épouser. Il devrait tenter sa chance, on ne sait jamais. À ces mots, Lin Tiang affiche un sourire entendu. Ainsi, la guilde des tueurs de dragons a des règles aussi intéressantes. Elisabeth ordonne de traîner un des hommes qui vient de perdre, de le déshabiller complètement et de le suspendre au plafond pour qu'il sèche. Lin Tiang s'avance avec une confiance totale et déclare ouvertement vouloir un concours de boissons avec elle. Les membres alentour échangent des regards perplexes, se demandant qui il est, comment il est entré, puis ils s'apprêtent à le traîner dehors. Elisabeth retrousse les lèvres en un sourire provocateur. Elle n'arrive pas à croire qu'il ne soit pas encore parti. Elle déclare qu'elle boira jusqu'à ce qu'il s'effondre sous la table, puis le punira ensuite. Les membres de la guilde s'assemblent immédiatement autour de la table, demandant curieusement à Elisabeth comment elle compte s'y prendre avec le gamin. Elle soulève le menton de Lin Tiang, examine attentivement son visage, et remarque qu'il a l'air si innocent, presque comme s'il n'avait jamais connu les réalités du monde. Elisabeth éclate d'un grand rire et suggère qu'il pourrait peut-être le donner à une vieille veuve qui traîne au coin de la rue pour qu'elle s'amuse un peu avec lui. Toute la guilde éclate de rire de bon cœur. Lin Tiang, imperturbable, sourit et lui dit de ne pas parler trop vite, car elle pourrait bien être la première à s'effondrer. Elisabeth lui rappelle que si elle perd, elle suivra les règles. Il pourra devenir le maître de guilde, lui demander un service, ou même la prendre pour épouse. Ceci dit, elle le défie. Ose-t-il vraiment concourir ? Le combat commence officiellement. Lin Tiang demande avec excitation si elle préfère jouer à pierre-feuille-ciseaux ou lancer des dés pour décider qui boit en premier. 4 heures passent. À ce moment,
Élisabeth a le visage enfoui dans un tonneau de vin, vomissant sans contrôle. Les membres alentours sont horrifiés, incapables de croire qu'on ait pu boire contre Élisabeth aussi longtemps. Tous commencent à s'interroger sur les véritables origines de l'Intiang. L'Intiang est toujours parfaitement lucide. Il tape sur la table et exhorte Élisabeth à retrouver l'ardeur qu'elle montrait au début. Entre deux vomissures, Élisabeth marmonne qu'il est bien plus impressionnant que tous les hommes de la guilde. Oxiu, le troisième membre de la guilde, est contraint d'intervenir pour les arrêter, disant qu'ils ont assez bu pour aujourd'hui car la réserve entière d'alcool de la guilde a été quasiment vidée par eux deux. Bien qu'Élisabeth soit complètement ivre, elle refuse toujours d'admettre sa défaite. Elle agite la main et crie à ses subordonnés d'aller acheter plus d'alcool immédiatement. Mais à peine a-t-elle fini de parler qu'elle s'effondre par terre, les bras et les jambes battant l'air, alors que l'ivresse atteint son paroxysme. Oxiu se précipite paniqué pour la rattraper, appelant son nom à plusieurs reprises et demandant si elle va bien. Toute la guilde s'amasse autour d'elle, anxieuse. L'ivresse la frappe enfin d'un coup, complètement hors de contrôle. Élisabeth vomit un arc-en-ciel de couleurs en plein milieu de la salle. Un moment plus tard, Élisabeth est étendue sur le canapé, se reposant après ce terrible concours d'alcool. Elle se réveille, la tête encore qui tourne, et demande avec confusion ce qui s'est passé, car elle se souvient clairement qu'il buvait encore tout à l'heure. Oxiu lui explique qu'elle a perdu le concours. Pendant ce temps, l'Intiang est entouré par les membres de la guilde qui l'acclament comme un héros. Élisabeth regarde l'Intiang et sourit, admettant que ce gamin est bien plus impressionnant qu'elle ne l'avait prévu. Elle se lève et déclare que, bien qu'elle ne puisse pas rivaliser avec lui en matière d'alcool, sa force est une autre affaire. Elle décide d'emmener l'Intiang voir son musée des hauts faits. L'Intiang, perplexe, lui demande où elle l'emmène. Leur destination est un musée situé sur le toit d'un château magnifique, sous la lumière de la lune. L'Intiang est stupéfait par les énormes squelettes de dragons. Il réalise qu'il s'agit de bêtes magiques de niveau 12 qu'Élisabeth a chassées elle-même. Pas étonnant que la guilde des tueurs de dragons ait su garder une position aussi indépendante. Élisabeth désigne un cristal violet lumineux et raconte comment elle a vaincu le dragon de cristal seul il y a 9 ans. Même après que celui-ci lui ait arraché un œil avec ses griffes, elle a risqué sa vie pour extraire ce noyau cristallin. Elle passe un bras autour des épaules de l'Intiang, affichant une expression extrêmement confiante, et déclare que si elle se battait maintenant, elle pourrait achever ce dragon en quelques mouvements. Elle lui demande s'il la croit. L'Intiang hoche la tête à plusieurs reprises, mais en son fort intérieur, il calcule déjà. C'est exactement ce dont Shaya a besoin pour ranimer la mère dragon pourpre et or, il doit donc absolument l'obtenir. L'Intiang sourit et dit que cet objet ne lui est probablement plus très utile, puis il tente prudemment de lui demander si elle pourrait le lui donner en souvenir. Élisabeth refuse immédiatement sans hésitation. Son regard devient froid et perçant, signe évident que ce trésor inestimable est quelque chose qu'elle ne peut absolument pas céder à l'Intiang.